Ce par quoi vous avez commencé tout à l'heure sur le fait de comparer ce qui arrive à ce bateau et aux ressortissants français en comparant avec des OQTF, c'est un peu gros. Voilà. La punition collective infligée à plus de 2 millions de personnes, les populations déplacées, les bombardements massifs, les civils pris pour cible, les hôpitaux détruits, les femmes et enfants massacrés. D'abord une petite précision, puisque les ressortissants français qui ont été interceptés, c'est bien intercepté dans les eaux internationales. Donc c'est juste pour préciser. Monsieur l'ambassadeur, moi je vous ai écouté. Depuis le début de l'opération de Tsahal à Gaza, au lendemain du 7 octobre 2023, le gouvernement israélien affirme, et vous l'avez redit, que son objectif est de détruire le Hamas et de libérer les otages. Un petit rappel quand même, la colonisation des territoires palestiniens est en œuvre avant le 7 octobre. Mais derrière ces objectifs, qui sont effectivement louables, on voit bien que la réalité est tout autre. Votre armée a déjà tué plus de 54 000 personnes. On peut jouer sur les chiffres, d'où ils viennent. Le meilleur moyen, ça serait d'accepter en fait que des observateurs puissent se rendre sur place. Mais sans compter les centaines de milliers qui sont affamés, blessés et déplacés, parce qu'il y a bien des déplacements de population et des déplacements sans fin, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont tous des terroristes du Hamas. Quant aux otages, leurs familles dénoncent depuis des mois leur sacrifice par le gouvernement israélien. En réalité, monsieur l'ambassadeur, je vous ai écouté, mais votre version, elle tient plus. Encore plus je l'ai dit, en refusant tout observateur et en faisant l'opacité totale sur ce qui se passe à Gaza. Et le voile sur vos intentions réelles s'est dissipé en réalité depuis quelques mois. Rupture du cessez-le-feu mi-mars, soutien de Benyamin Netanyahou au plan de Donald Trump, accélération des annexions des colonies en Cisjordanie, toujours évidemment en opposition totale avec le droit international. Depuis le 5 mai, le gouvernement israélien assume enfin son véritable but, la conquête de Gaza et le départ, soi-disant volontaire, de ses 2 millions d'habitants. Les opérations militaires avec l'appel de 60 000 réservistes et le grignotage du territoire témoignent de cette volonté d'annexion. Les franges les plus extrémistes du pouvoir ne cessent de pousser pour cette conquête de Gaza, malgré l'échec de la précédente occupation, puis de la Cisjordanie. En réalité, monsieur l'ambassadeur, ça contraste quand même beaucoup avec votre discours. Alors, monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous donc nous confirmer, ou plutôt nous reconfirmer, mais vraiment plus clairement, que vous êtes contre la solution à 2 États défendue par la France? Le Premier ministre israélien disait récemment qu'un État palestinien serait une énorme récompense au terrorisme. Alors si tel est votre objectif, quelle perspective politique imaginez-vous qui n'implique pas justement le génocide du peuple palestinien et avec lui l'isolement total de votre pays sur la scène internationale? Et puis je rajouterai par rapport à ce que vous venez de dire que, en réalité, combattre le terrorisme, on est tous évidemment pour combattre les terroristes. Mais je pense que vous faites une grave erreur. Parce qu'on ne combattra jamais le terrorisme uniquement avec les armes, mais avec des solutions politiques, et on combattra durablement uniquement avec des solutions politiques. L'utilisation du terme génocide était, je m'excuse, mais est vraiment regrettable. Parce que, vous savez quel est le taux le taux de naissance. Natalité chez les Palestiniens? C'est 3 enfants par personne. À peu près 3. Il y a plus de Palestiniens aujourd'hui qu'il y avait le 6 octobre. Alors dire qu'il y a un génocide, non. Alors dire qu'il y a un génocide quand la population augmente, c'est grave. Aujourd'hui, 90% des enfants à Gaza ne reçoivent plus une alimentation minimale. Un enfant sur 3 dans le Nord souffre de malnutrition aiguë sévère et des bébés meurent de faim dans les hôpitaux. C'est une honte. La logique qui préside à cette opération n'est pas la sécurité, c'est l'inhumanité. On parle de crimes de guerre, de génocide, déportation, maltraitance, ayant pour seule volonté la destruction ciblée du peuple palestinien. Ces accusations sont graves et elles ne viennent pas d'organisations militantes mais des plus hautes organisations internationales. Nous soutenons sans ambiguïté les décisions prises par la Cour pénale internationale et la poursuite des responsables de toutes les violations du droit international. Aussi, je pense que les sanctions commerciales et économiques comme la remise en cause de l'accord d'association UE-Israël doivent être envisagées pour faire cesser cette guerre atroce et aboutir à la libération des otages. Dès lors, je tiens à vous le dire avec force, monsieur,
Monsieur l'ambassadeur, il ne s'agit en rien d'une audition de courtoisie, il s'agit d'une convocation pour rendre compte des crimes du régime que vous représentez, qui conduiront toutes celles et ceux qui l'ont justifié et qui ont participé directement ou indirectement à devoir répondre de leurs actes et de leurs mots devant la Cour pénale internationale. Nous le disons ici avec clarté. La reconnaissance d'un État palestinien est un impératif de justice, un acte de responsabilité historique. Concernant le vol et la revente de l'aide alimentaire que vous nous avez cité et de votre responsabilité, charge à vous de veiller à faire distribuer massivement à ceux qui ont besoin de cette aide. Qu'avez-vous mis en place pour y parvenir? À ce que vous dites des enfants aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, les enfants aujourd'hui meurent encore de faim. Comment Israël compte-t-il parvenir à la paix au Proche-Orient sans reconnaître un État palestinien et en procédant à la destruction de sa population? Qu'avez-vous à cacher pour tirer sur des diplomates à Jénine et pour refuser toute enquête indépendante sur la situation de Palestine? Quand allez-vous de nouveau respecter le droit international? À quel moment Israël fera-t-il le choix de la paix et du droit? Et enfin, si j'ai bien compris, la guerre c'est à cause de l'Iran. La famine, c'est à cause du Hamas. Et vous, qu'avez-vous fait? Dites-vous que les 3 ordonnances de la Cour internationale de justice dictent des mensonges? Merci. Nous avons toutes et tous condamné le 7 octobre, mais tout n'a pas commencé le 7 octobre comme vous essayez de nous l'expliquer. Ensuite, vous dites que l'OLP a refusé tous les processus de paix. Je crois savoir que l'OLP avec Arafat, avec Rabin, avait signé pour 2 États et donc un processus de paix qui n'a pas été au bout. Tout le monde connaît l'histoire. Ensuite, vous ne dites rien sur les enfants palestiniens, les victimes palestiniennes. Ça nous étonne un peu. Et puis, vous dites que vous êtes pour un État palestinien. Or, en juillet 2024, la Knesset a voté majoritairement contre l'État palestinien et pour le rejet. Donc, ma question, elle va être simple, monsieur l'ambassadeur. Considérez-vous qu'Israël est au-dessus du droit international? Et comment Israël justifie l'entrave à l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza en violation totale de ce droit international? Et quelle est votre réaction face aux enquêtes internationales, y compris celle de la Cour pénale internationale, qui évoque un possible génocide? Alors je vais clarifier, je n'ai pas dit que nous étions pour un État palestinien. Un État palestinien a été proposé à Arafat en juin 2000 par Barak et Clinton. Arafat a rejeté cet État palestinien. Et le résultat de ce rejet de l'État palestinien, c'était la deuxième intifada. Alors n'oublions pas les faits, parce que les faits sont importants. Notre but est de permettre aux Palestiniens, aux Gazaouis, d'avoir accès à l'assistance humanitaire sans avoir à passer par ce fléau qu'est le Hamas. Alors le Hamas utilise de la façon la plus cynique, comme le font d'ailleurs certains acteurs politiques européens et en France, la souffrance des Palestiniens. L'interception le 9 juin 2025 en haute mer du navire humanitaire Medlin par la marine israélienne a suscité de vives réactions de la part de nombreux gouvernements européens. Entraver l'acheminement de l'aide à une population civile apparaît insoutenable. Cet épisode affaiblit une fois de plus le multilatéralisme, construit souvent par des résolutions de l'ONU. Résolutions sur lesquelles d'ailleurs s'est largement fondée la création d'Israël. Israël n'a pas été créé par l'ONU. Israël, si on ouvre la Bible, et qui est quand même bien, à part étant un document théologique, est un document historique assez important, Israël a été créé il y a des milliers d'années. L'État d'Israël, c'est quelque chose d'autre, c'est différent. Mais n'oublions pas qu'Israël est le lien entre Israël et la terre d'Israël. Sion, quand on parle de sionisme, c'est le retour à Jérusalem. Sion, c'est le nom de Jérusalem. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé par l'ONU. Ce par quoi vous avez commencé tout à l'heure sur le fait de comparer la situation juridique, quelle que soit la façon dont on qualifie ce bateau, de ce qui arrive à ce bateau et aux ressortissants français, en comparant avec des OQTF, sachant la fébrilité du débat français, sur la question des OQTF, et à quel point c'est incandescent dans notre débat politique, c'est un peu gros, voilà, et ça se voit. Ensuite, 2 ou 3 précisions par rapport aux interventions qui ont eu lieu. La France n'a pas reconnu que 3 génocides dans le siècle passé. Et les instances internationales n'ont pas reconnu que 3 génocides. On peut discuter du fait de savoir si c'est la loi
mémorial qui reconnaît les génocides. Je précise simplement, je voulais ne pas oublier Srebrenica, les Yézidis, et rappeler qu'il y a un débat qui n'est pas tranché sur la question des Khmers rouges. Sur la question des chiffres, peu m'importe les chiffres du Hamas, et je veux bien considérer que ce ne sont pas ceux qu'on prend en considération en premier, très franchement. Mais le chiffre de 53 000, ce sont aussi des instances de l'ONU. On peut leur accorder du crédit, ne pas accorder du crédit, mais dire que les 50 000 ou 53 000 ou 54 000 sont les chiffres du Hamas et emballés d'un revers de main, ce que vous n'avez pas fait dans vos propos les plus récents d'ailleurs. Vous avez dit, bon, si on prend les chiffres, allons-y. Mais je voulais simplement le préciser et vous dire que je pense que vos considérations sur la question du taux de natalité, mis en comparaison de la question éventuelle d'un chiffre à plus de 50 000, non seulement je ne suis pas sûr que ce soit opérant comme comparaison, mais je pense que ça dessert le propos. Et si on ne sait pas, si vous êtes capable de dire quel est le taux de natalité des Palestiniens depuis le 7 octobre, mais qu'on ne serait pas en mesure de savoir combien il y a de morts, 10 civils à côté de ce qui est considéré comme 25 000 membres du Hamas, vous avez vous-même utilisé le terme de combattants tout à l'heure, je veux bien utiliser le terme de terroristes, peu importe, de membres du Hamas ou de personnes qu'on considère comme appartenant ou se battant pour, je pense que là, il y a aussi une incohérence. On ne peut pas à la fois savoir le taux de natalité, mettre tout ça en comparaison et dire qu'on ne sait pas combien il y a de morts civiles. Ma question est très précise. Si on ne sait pas combien il y a de morts, si on ne sait pas si les instances judiciaires internationales ont raison ou pas de parler de plausibilité et de faire de l'exégèse, pour le coup, sur les déclarations, pourquoi on ne laisse pas travailler les journalistes? Vous avez bien dit que le 6 octobre, la veille, vous ne pensiez pas que le surlendemain, vous seriez en guerre. Ça, je crois je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que que le gouvernement ne s'y attendait pas, et il y a d'ailleurs un débat en interne sur l'établissement des responsabilités, ce qui est compréhensible. Mais depuis le 7 octobre, la question que nous posons, c'est celle du droit de la guerre, parce qu'un des grands acquis civilisationnels du XXe siècle et fin du XIXe, c'est l'établissement d'un droit de la guerre. C'est-à-dire que même dans la guerre, on ne fait pas ce qu'on veut. Et donc ma question, elle est précise sur la question du droit de la guerre, sur la question du droit à l'information. Pourquoi les journalistes ne peuvent pas travailler à Gaza? Merci, Monsieur le Sénateur. Premièrement, au sujet de OQTF, c'est un terme légal. Je voulais expliquer quel est le statut légal des personnes, des Français qui sont en Israël, s'ils sont rentrés illégalement en territoire israélien. Oui, mais j'utilise le terme comme un terme légal, pas comme un terme politique, pour expliquer ce qu'est exactement leur statut. Exprimer un très profond regret. Pour m'être rendu donc dans le secteur géographique concerné avant le 7 octobre et avoir vu l'état d'esprit qui présidait dans le droit fil de contracter les accords d'Abraham et voir que ce qui s'est passé le 7 octobre a donné donc un coup d'arrêt à ce type de processus est une interrogation. En revanche, le 7 octobre, que je condamne et que j'ai toujours condamné, donc a à mon sens entraîné une riposte disproportionnée, avec un nombre de morts énorme, avec une situation à Gaza donc inacceptable, parce que lorsque vous dites, et je ne remets en aucun cas en cause dans la véracité de vos propos, qu'il faut créer les conditions d'un espoir de paix, que l'espoir de paix donc n'est pas mort, moi je tiendrai à poser le facteur temps, parce que si on continue dans ce sens-là, comme je le disais lors d'une question orale que j'ai posée il y a quelques mois, il ne restera plus un Gazaoui sur la bande de Gaza. Ensuite, quid de ce qui se passe en Cisjordanie?
où la situation est catastrophique. Je passe sous silence la politique donc, de colonisation qui ne s'arrête pas. Donc moi, ma question, elle est simple aujourd'hui. C'est que comment pouvoir préserver donc, et contribuer à trouver donc la paix dans ce secteur? Vous avez fait référence à Yasser Arafat et à Yitzhak Rabin. C'était un autre monde, une autre époque. Aujourd'hui, nous avons Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Nous ne sommes plus dans le même contexte. Ce n'est pas pour autant que nous devons donc baisser pavillon et surtout ne pas faire progresser la coexistence de cette solution à deux États. D'ailleurs, dans les semaines futures, vont, sous l'égide des Nations Unies et sous coprésidence de la France et de l'Arabie Saoudite, donc être examinée la solution à deux États et la reconnaissance de l'État donc de Palestine. Alors pour la reconnaissance de l'État de Palestine, je différerai bien sûr, et ça se comprendra de mon collègue qui s'est exprimé en tant que président du groupe d'amitié France-Israël. Moi, je considère qu'en ce qui concerne la position donc de la France, nous devons de reconnaître l'État de Palestine sans condition, comme l'ont fait d'autres pays européens. Et je trouve que nous tardons un peu. Et je souhaitais savoir, Monsieur l'ambassadeur, sur justement ce sommet aux Nations Unies, comment donc vous envisagez donc les choses et quelle sera la position donc sur ce sujet d'Israël sur la question. Merci beaucoup. La reconnaissance de l'État palestinien par la France la semaine prochaine sera un désastre pour les Palestiniens, pour les Israéliens, pour les relations franco-israéliennes et pour la possibilité de la France d'influencer des différents processus diplomatiques qui pourraient avoir lieu au Moyen-Orient dans le futur. Je vais expliquer pourquoi. Ce n'est pas parce que, comme je le disais auparavant, Israël est opposé par l'idée de l'État palestinien. C'est que, comme nous l'avons vu auparavant, les Palestiniens doivent accepter certains compromis qui sont très difficiles à accepter pour accepter l'idée de la paix. Parmi ces compromis, il y a bien sûr le fait que l'État doit être complètement démilitarisé. Il y a bien sûr l'idée que l'entité politique palestinienne n'aura jamais le contrôle de ses frontières. Parce qu'on a vu quand elle avait le contrôle de ses frontières, ou presque le contrôle de ses frontières avec Gaza, ce qui s'est passé. Et aussi, il y a des points qui avaient été rejetés par l'autorité palestinienne auparavant. Et donc, il y a certains compromis que les Palestiniens auront à faire pour justement permettre à cette paix d'arriver. Si la France et d'autres pays occidentaux reconnaissent l'État palestinien maintenant, les Palestiniens n'auront plus aucune raison de faire ces compromis. Alors, si l'idée est d'aider à faire la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est une chose. Et là, la question est qu'est-ce qui est raisonnable de faire? Si c'est par exemple créer des conditions qui mèneront à la reconnaissance, ou si l'idée est de faire un geste public, je dirais presque populiste, là, la reconnaissance a un sens politique peut-être français, mais est désastreux dans ce qui est du futur des relations israélo-palestiniennes. Parce que les Palestiniens diront pourquoi accepter des compromis? La Cisjordanie est en phase d'une colonisation assez importante. Gaza est dans une phase de destruction assez importante. Donc, où vivront les Palestiniens? Et vous avez aussi mentionné dans vos propos que vous pensiez que ceux-ci ne devraient pas être en charge du contrôle dans leurs frontières. Et donc, si c'est le cas, où vivent les Palestiniens et comment? Puisque l'idée d'un État palestinien aujourd'hui est basée sur la bande de Gaza, la Cisjordanie, avec
une liaison qui pourrait se faire routière, j'imagine, entre les deux, mais la façon dont l'État palestinien, s'il devait être reconnu aujourd'hui, consisterait en cela. Mais où où iront les Palestiniens demain avec ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, quelle est votre la proposition que vous faites? Franchement, s'ils ne sont pas déportés comme l'ambassadeur des États-Unis le propose dans un pays arabe voisin. Alors, il y a deux questions. Premièrement, si je crois comprendre, il y a deux questions. Premièrement, est-ce que la question de la déportation est encore sur la table? Pour nous, ce n'est pas une proposition israélienne. Je vais mettre ça de façon très claire. Les questions que vous me posez ensuite au sujet du futur, du contrôle de l'État palestinien, etc., ne sont pas des questions qui seront décidées à Paris par moi-même. Ce seront des questions qui seront négociées éventuellement quand il y aura des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Quels seront exactement les détails des résultats de ces négociations? Je ne peux pas vous le dire.